Eh ben, bonjour à tous, merci d'être venus à mon talk sur Helm, ça sonne la fin de ce Unitech bientôt et c'est cool de vous avoir. Donc, dans la salle, qui est-ce qui connaît un petit peu Helm, qui a entendu parler? Quelques-uns, cool. Mais j'espère qu'on pourra discuter de certaines choses à la fin. Donc, grosso modo, pour ceux qui ne connaissent pas Helm, c'est un langage front-end qui compile vers le JavaScript, qui est un langage purement fonctionnel, statiquement typé. Il n'y a vraiment aucun effet de bord et on verra un peu dans la présentation comment ça fonctionne. Pour moi, une des grosses surprises que j'ai eues en découvrant Helm, c'est la simplicité d'utilisation et vraiment la simplicité du langage. Pour le coup, c'est vraiment une des caractéristiques principales de Helm pour moi. Et par certains aspects, je trouve plutôt hors norme et bah, du coup, je vais vous détailler ça un peu plus tard. Dans cette présentation, le but, ça va être de vous montrer un peu ce que c'est Helm, que vous ayez un peu des idées des syntaxes qu'il y a dedans et à quoi ça ressemble quand on code en Helm. Et puis après, on fera une petite application en Helm là-dessus. Trois grosses parties. Donc, bah, bonjour à tous, je suis Loïc Nuchel, je suis Engineering Manager chez Doctolib. Et si vous vous demandez si on fait du Helm chez Doctolib, la réponse est non. Et donc, du coup, j'ai fait du Helm pour des projets perso. Et donc, en fait, il y a 2 ans, j'ai démarré un projet perso où je voulais explorer la base de données de Doctolib de manière visuelle, donc typiquement dans le navigateur en parsant le fichier de create table et en ayant un ERD. Le truc, c'est que là-dedans, je voulais pas avoir de maintenance. Pour moi, un side project, c'est là pour s'amuser, découvrir, développer des choses. Mais par contre, la maintenance, la résolution de bugs et ainsi de suite, c'est vraiment pénible. Donc, je voulais quelque chose d'assez robuste. Quitte à ce que je mette plus longtemps à l'apprendre, quitte à ce que je mette plus longtemps à développer des features, l'important, c'est de passer 100% de mon temps sur développer les features. Et donc, j'ai un petit peu cherché. J'avais déjà Helm un peu en tête depuis quelques temps. J'ai comparé à d'autres. Et quand j'ai vu la homepage de Helm, je me suis dit, ouais, il y a quelque chose d'intéressant ici. Reliable Web Application, No Runtime Exception, Fearless Refactoring. Ouais, c'est clairement des choses qui me parlaient. Euh, donc du coup, pour moi, le deal était là, set project, pas de maintenance, je veux travailler uniquement sur de la feature, quitte à galérer, quitte à apprendre et ce genre de choses, mais au moins c'est que de la feature, donc j'ai choisi elle. Donc le projet dont je vous parle, il est ici, il s'appelle Azimut, ça fait 2 ans que je travaille dessus, il commence à être assez gros et assez intéressant, donc si jamais ça peut vous intéresser, n'hésitez pas. Et puis ça peut vous faire aussi une grosse codebase Helm, si vous voulez voir un peu à quoi ça ressemble Helm en vrai, en prod, là-dessus. Donc Helm, pour moi, ils ont fait des gros trade-offs et ça se voit et c'est hyper intéressant, qui sont assez différents de la plupart des trade-offs que font les langages que j'ai pu connaître. Je viens plutôt du monde Java, mais j'ai fait aussi, chez Doctolib, on fait du Ruby on Rails, je fais pas mal de JavaScript aussi. En grosso modo, simplicité, robustesse, c'est vraiment les 2 grosses choses qui mettent en avant. Alors tout le monde a envie d'avoir ça, mais peut-être pas aussi poussé que Helm. La consistance aussi. Et là où ils ont volontairement arbitré, c'est la compatibilité et la familiarité. Là où très très souvent les langages arbitrent assez fort sur ces choses-là pour avoir un écosystème le plus large possible, avec une learning curve la plus basse possible. Helm, c'était pas son pari. Alors la simplicité, tout d'abord, sur la documentation et l'accès, enfin, les premiers pas dans Helm sont super simples. On est guidé, elle est adressée aux débutants, débutants en Helm évidemment, mais aussi débutants en programmation. Donc il n'y a pas besoin d'être très expérimenté en programmation pour débuter. Et vraiment, on est pris pas à pas. On a pas mal d'outils et une communauté très bienveillante sur ces points-là. Les messages d'erreur aussi sont très explicatifs. Donc ils expliquent les raisons, pourquoi ça marche pas, ce genre de choses-là. Ça a été repris par pas mal d'autres langages ensuite, mais c'est Helm qui a un peu initié ce mouvement-là sur les messages d'erreur très clairs. Et vraiment, c'est un langage minimaliste. Et alors du coup, vous allez vous en rendre compte. Donc en Helm, on a des fonctions. Donc typiquement, on prend des arguments, on retourne une valeur. Donc pas des méthodes, on n'a pas d'objets. C'est vraiment juste des fonctions. On prend des paramètres et on retourne une valeur. On a des records, donc c'est des objets avec des propriétés, quoi. On a aussi des sum types, donc c'est typiquement des énumes, si vous voulez, donc il y a plusieurs valeurs possibles dans notre type. On a du pattern matching, donc ça qui est hyper important pour aller déstructurer des objets et comprendre un peu ce qu'il y a à l'intérieur et faire des conditions de manière un peu plus smart. L'inférence de type, alors ça pour le coup elle est hyper bien faite, elle est totale, c'est-à-dire que à n'importe quel endroit, le compilateur est capable de déterminer le type. Et donc, même si c'est un langage statiquement typé, on peut n'écrire aucun type en faisant du Helm, même si c'est pas forcément ce que je recommande. C'est important quand même de mettre des types à des endroits et ça aide vraiment à développer. En revanche, on n'a aucune mutabilité.
dans tout le langage. Donc ça, si vous faites des langages pas fonctionnels, ça peut vous sembler étrange. On ne peut pas modifier une variable du tout, nulle part, pas possible. On n'a pas de classe, on n'a pas d'héritage, on n'a pas d'objet, on n'a pas de méthode. Le polymorphisme, donc on peut avoir plusieurs méthodes qui ont le même nom ou des méthodes qui ont des arguments différents, c'est pas possible. On n'a pas d'asynchrone, ce qui peut paraître étrange dans un environnement front en JavaScript, mais on va voir comment ça se passe. Pas de thread, pas d'introspection, on ne peut pas aller inspecter les objets, comment ça se passe. Les API sont assez minimalistes aussi pour les quelques objets qu'ils fournissent. En fait, il y a 4-5 méthodes, pas beaucoup plus. Là où, typiquement, moi, je faisais pas mal de Scala avant, on peut avoir 20, 30, 40 méthodes différentes sur des objets. Là, c'est vraiment minimaliste. Et même la string interpolation, qui pour moi me semble maintenant une fonctionnalité un peu de base, il n'y en a pas. Donc vraiment, des fois, quand on se code en Helm, on a un petit peu l'impression d'être comme ça, genre, OK, j'ai mes 3 affaires dans mon sac, mais est-ce que j'ai pas grand-chose de plus, quoi. Et c'est vraiment ce choix hyper radical de la simplicité, ce qui fait qu'il est très simple à apprendre comme langage. Et en fait, quand on est un peu frustré par le manque de certaines fonctionnalités, il faut vraiment se rappeler ça, c'est que voilà, c'est un choix radical de simplicité. Côté robustesse, comme je disais, pas d'effet de bord, programmation fonctionnelle pure. Donc quand même, on a envie de faire des requêtes HTTP, des logs, ce genre de choses-là. On va voir comment ça se passe. Accéder au local storage, les cookies, ce genre de choses. Mais en tant que tel, dans le langage, il n'y en a pas. Pas de nul, pas de undefined. Alors moi, c'est un peu mon némésis. Et la plupart des erreurs qu'on rencontre en prod dans les langages où il y a des nuls ou des undefined, ça vient souvent de là. Donc tout ça, ça n'existe plus en Helm. Et pas d'exception, c'est le premier langage et le seul langage que je connais qui a pas de mécanisme d'exception. Donc tout se passe, hein, une fonction elle rentre, elle s'exécute et elle ressort et c'est fini. Et il ne se passe rien d'autre, c'est pas possible. Là où je faisais du Scala avant, ce qui est programmation très fonctionnelle, où on essayait de faire du pur, on devait toujours faire attention à ne pas mettre de nul, à ne pas throw d'exception, faire attention aux librairies et donc toujours être un petit peu attentif. Là, c'est pas possible dans le langage et ça change pas mal de choses. Mais du coup, en fait, ces contraintes-là font que il n'est pas très compatible avec le reste de l'écosystème, notamment le reste de l'écosystème front, donc JavaScript, NPM essentiellement. Donc du coup, ils ont tout redéveloppé. Donc on a un package manager avec un hébergeur de package. Et là-dessus, tous les packages sont en Helm. Donc du coup, il y a 0 JavaScript dans ce package-là. Ce qui a de très bonnes propriétés qui fait que donc, du coup, tous ces packages ont les mêmes propriétés que Helm. Et donc du coup, on conserve les propriétés. Ce qui fait aussi que la communauté qui a écrit ces packages-là ont aussi cette philosophie-là d'avoir des choses très simples et très robustes. Donc du coup, ces packages sont de très bonne qualité. En revanche, il n'y en a pas énormément, mais il y a quand même souvent 1 ou 2 packages pour ce qu'on veut faire. Donc du coup, on a beaucoup moins de choix, mais on a des choix très qualitatifs. Et puis en fait, toutes ces propriétés-là permettent d'avoir des propriétés qu'on ne peut pas avoir ailleurs. Typiquement, il y a le semantic versioning qui est enforcé. Donc c'est-à-dire qu'on peut monter automatiquement les versions sans avoir peur et sans faire confiance au mainteneur pour qu'il ait fait les bonnes choses. Le package manager gère le semantic versioning automatiquement. Donc ils ont redéveloppé Helmmake pour la compilation, Helmlive et Helmgo pour les dev servers. Donc ça pareil. Et du coup, c'est hyper bien intégré dans les tutoriels. Il n'y a pas beaucoup d'outils, mais tous les outils sont là et tout le monde utilise les mêmes. Et du coup, l'expérience est vraiment simple. Pareil, Helmtest. Donc il y a un seul framework de test que tout le monde utilise. Et c'est partie des choses que moi j'apprécie énormément, c'est qu'ils ne vont pas vite, ils ne font pas beaucoup de choses, mais c'est très réfléchi. Notamment, on voit ici dans le dernier test que on a des fuzzy tests, donc le fait de générer des données aléatoires et d'asserter dessus, ce qu'on appelle les property-based tests souvent. Et donc ça, c'est directement intégré dans le framework de test, pas besoin d'intégrer plein de librairies différentes pour faire différents types de tests et autres. Donc il faut accepter la philosophie, mais les choses sont quand même, en tout cas de mon point de vue, vraiment bien pensées. Et enfin, on a Helm Format, Helm Review, donc pour formater le code. Et typiquement, Helm Format a pris le parti hyper fort d'avoir aucune option. Donc tout le monde a le même code, exactement écrit pareil, avec le même formateur. Et alors ça, on aime, on n'aime pas. En tout cas, ça fait un standard hyper fort. Et Helm Review, un peu l'inverse. Alors là, pour coup, on peut écrire toutes les règles custom de linter pour rajouter des choses. Et là-dessus, c'est hyper fort. Moi, typiquement, j'ai eu un premier moment un petit peu hallucinant. C'est genre, j'ai juste enlevé un bout de code. Et le linter m'a dit, mais en fait, il y a une librairie que tu n'utilises plus, donc elle ne sert à rien, donc tu peux l'enlever. Je sais pas, vous avez déjà eu ça dans vos projets. Est-ce que dans vos projets, vous pensez que vous n'avez aucune librairie que vous importez qui ne sert à rien? Moi, les importer, c'est facile. Les enlever, en général, on ne le fait pas trop. C'est difficile. Et là, c'est fait automatiquement. Et ça vient justement de toutes les propriétés de Helm qui font que c'est pur, il n'y a pas d'introspection. Donc, on ne peut pas invoquer magiquement des choses par derrière, les importer, machin. Donc, ces facilités-là qu'on peut peut-être avoir dans notre langage qui débloquent un peu des use cases,
En tout cas, on ne les a pas en Helm, mais ça permet d'avoir d'autres propriétés et qui font que le code est très robuste. Bon, ça, c'était les parties cool. Les parties moins cool, c'est la compatibilité, évidemment. Donc, l'exécution, elle est isolée. Moi, pareil, c'était un choc venant de Scala. Je pensais que quand un langage exécutait sur un environnement, donc Scala sur la JVM, on héritait un petit peu des propriétés de l'environnement sur lequel on s'exécutait. Helm, du coup, s'exécute sur la VM JavaScript, donc dans l'environnement JavaScript, mais il s'est complètement isolé, et donc du coup, il n'a aucune propriété. Enfin, en tout cas, il peut laisser tomber des propriétés de JavaScript, donc typiquement le nul et le undefined, qu'il n'a pas du tout dans Helm, alors qu'on a le nul en Scala. Les exceptions de la même chose, et ainsi de suite. Donc vraiment, il est isolé. Alors du coup, ça a des contraintes, ça fait que l'interopérabilité est beaucoup moins facile. Donc en Helm, on peut communiquer avec JavaScript, on communique via message. Donc c'est un petit peu comme si on contactait un serveur distant. Donc du coup, on envoie un message, et puis peut-être que le JavaScript va nous répondre avec un message, mais on ne sait pas. Donc la communication est plus difficile, mais ça permet d'avoir un environnement avec des contraintes beaucoup plus fortes. Et encore une fois, l'écosystème est complètement isolé, c'est-à-dire que tous les packages ont été réécrits, et ainsi de suite. Donc il y en a moins, évidemment, mais c'est un choix fort pour construire un écosystème robuste. Et ça qui je trouve hyper intéressant, c'est que le créateur du langage veut vraiment construire un écosystème robuste. Lui, il dit à 10 ans, en fait. Et son enjeu, c'est pas de faire le langage le plus populaire pour les 2 ou 3 prochaines années, c'est de faire en sorte qu'on ait quelque chose qui fonctionne bien sur le long terme. Après, à voir si ça prend ou pas en termes de popularité, ça c'est le pari. Mais en tout cas, c'est des choix que j'ai pas vus ailleurs et que je trouve hyper intéressants. Côté familiarité, donc, ils ont adopté le style ML, donc un peu dérivé de Haskell, vous verrez un peu à quoi ça ressemble plus tard. Donc c'est typiquement assez différent du style hérité de C, donc comme les langages Java et beaucoup d'autres. Donc ça, ouais, c'est un choix. Donc eux, ils disent que c'est quelque chose de plus naturel, plus facile à apprendre. Si on connaît un langage qui n'est pas là-dessus, évidemment, ça fait un choc et on a du mal à juger si c'est plus facile ou pas. Programmation fonctionnelle pure, donc autant programmation fonctionnelle, moi je suis assez fan et je trouve qu'elle progresse de plus en plus dans l'ensemble des langages de programmation et les développeurs de manière générale sont de plus en plus au courant de ça. Par contre, le côté pur, on en est encore loin. Et l'écosystème encore indépendant, donc du coup il y a tout à réapprendre, enfin tout ce qu'on connaît on l'oublie, on recommence de zéro. Alors le point positif c'est que c'est un peu un fresh start et on apprend plein de nouvelles choses, c'est bien intégré et ça c'est cool. L'inconvénient c'est que du coup un peu tous les outils qu'on connaissait ou autres, ils sont plus utiles dans le contexte Helm. Donc hors norme pour moi, typiquement j'ai vu des choses que j'ai pas trouvées ailleurs, donc les dépendances indirectes sont listées dans le helm.json. Donc du coup, dans le fichier qui est un peu l'équivalent du package.json en JavaScript, on a les dépendances directes évidemment, mais aussi les dépendances indirectes. Suite de tests, quand on émet des tests en skip ou en ignore, on a une suite de tests qui n'est plus en success mais en incomplete. Je trouve cette distinction hyper intéressante à faire, là où d'habitude on a plutôt un test success avec moins de tests. Pas d'exception, ça c'était un peu pour la révélation, je ne pensais pas que c'était possible. Et en fait, ce qui est hyper intéressant là-dessus, c'est que tous les talks et les articles au sujet de Helm, finalement, à part peut-être le mien, se focalisent pas vraiment sur Helm, mais parce que finalement c'est assez simple, se focalisent plutôt sur comment utiliser Helm, donc les design patterns, le design software, et donc c'est beaucoup d'articles qui sont réutilisables un peu n'importe où finalement. Donc typiquement, un des grands principes, c'est « make impossible state impossible ». Donc quand on a quelque chose qui n'est pas possible, on ne doit pas être capable de le représenter. Donc ça peut paraître un peu absurde, un peu bizarre comme ça. Grosso modo, le principe, c'est, imaginez que vous avez une interface avec plusieurs tables, et il n'y a qu'une seule table qui peut être sélectionnée à chaque fois, évidemment, et l'utilisateur peut passer d'une table à l'autre. Si par exemple, vous avez une liste de tables avec un booléen activated, vous pouvez avoir un bug et vous retrouvez avec deux tables qui ont le booléen activated à true. Et là, du coup, c'est un état qui est normalement possible et que vous avez réussi à représenter. Si vous mettez une propriété avec la référence de la table qui doit être activée, là, vous n'avez qu'une seule propriété, vous ne pouvez pas retrouver avec deux tables activées. Et donc, c'est toute cette philosophie-là qui est largement développée dans Helm et que je trouve intéressante, quand on code en Helm, évidemment, mais dans n'importe quel langage, finalement, c'est juste de la modélisation de données. Et de la même manière, il pousse pas mal pour que la manière dont on design le code, donc évidemment Helm, mais ça, on peut le faire dans n'importe quel langage, donne des garanties. Moi, j'étais très promoteur du typage statique et de la programmation fonctionnelle, et j'insistais vachement là-dessus, et finalement, j'ai switché, et je suis passé plutôt sur, OK, quel design tu fais, sur quelle garantie ça t'offre,
Donc, est-ce que là, tu as forcément un paramètre? Est-ce qu'il n'a forcément pas de nul? Est-ce que, typiquement, quand tu prends une liste, est-ce qu'elle peut être vide ou pas? Et ce genre de choses-là. Et donc, ça s'applique dans beaucoup plus de langages, dans beaucoup plus d'environnements. Et ça permet d'ouvrir un peu plus d'outils que juste les types. Et enfin, Helm, c'est un langage assez confidentiel, finalement, il n'y a pas tant de gens qui l'utilisent, et qui a des progrès très lents. Il n'y a qu'une seule personne qui l'a créé et qui, du coup, le maintient, qui est embauché full-time par une boîte pour faire ça, mais voilà. Et il prend son temps pour développer des choses. C'est facile de rajouter beaucoup de choses, mais après, on ne peut plus les enlever. Si on s'est trompé, c'est galère. Donc, il met le moins possible dans le langage pour faire en sorte d'avoir quelque chose de résilient là-dessus. Donc, du coup, beaucoup de choses sont développées par la communauté. Mais du coup, c'est pareil, une particularité un peu de ce langage-là, dans un monde où, de la tech, on essaie d'aller le plus vite possible, d'avoir plus de features, ce genre de choses. Et encore une fois, c'est vraiment un langage minimal, et ça, pour le coup, je n'ai jamais vu ailleurs. Christian Xavier en a parlé. Donc, ça fait un moment que je vous parle un peu de Helm, c'est le moment de regarder un peu à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est un peu le Hello World de Helm, donc avec une app. Alors, on ne va pas rentrer en détail, on rentre en détail là-dessus un peu plus tard, mais ça vous donne un petit peu le style de code. Et ça fait tout simplement un compteur avec des plus et des moins. Donc on va détailler un petit peu tout ça, comment ça marche. Donc tout d'abord, Helm, c'est basé sur une architecture qui s'appelle The Helm Architecture, et qui reprend fortement l'architecture Redux de React. En fait, les deux ont été inventés en parallèle. Donc tout démarre d'un modèle, on définit un modèle, et le programme s'initialise avec une fonction init qui génère le modèle initial. Ensuite, ce modèle, on le donne à une vue qui va générer du HTML. Et donc, ce HTML, on va pouvoir l'envoyer au runtime Helm qui va rendre ce HTML-là dans le navigateur. Et en fait, ce HTML, il va être capable d'émettre des messages, donc par exemple des on-click ou des modifications d'un input, ce genre de choses-là. Et donc, ça va émettre des messages. Et ces messages-là, accompagnés du modèle actuel de l'application, vont être capables on va coder pour que ça génère un nouveau modèle, donc résultat de ce message-là, qui va être injecté dans le modèle, et ainsi de suite. On va pouvoir avoir notre boucle qui met à jour notre application là-dessus. Et donc c'est là où on voit que donc ces fonctions update et view sont complètement synchrones. Et en fait, c'est la partie runtime qui, elle, va gérer toute la partie asynchrone et ainsi de suite, toute la partie de gestion d'erreurs et ce genre de choses-là. Donc de manière un petit peu plus imagée, le modèle, c'est la réalité finalement, toutes les données que vous avez dans votre application. La vue, c'est ce qu'on veut bien afficher à l'utilisateur, donc le HTML finalement. Et ensuite, cette vue-là, elle peut envoyer des messages pour mettre à jour le modèle. Donc si on reprend un petit peu les quelques bases de Helm, donc on a des types alias qui permettent de définir des records, en fait, des types avec des propriétés. Et en fait, ils ont ce qu'on appelle du structural typing, un peu comme TypeScript d'ailleurs, c'est-à-dire que tout objet qui a la même structure, finalement, c'est le même objet. Donc je pourrais définir d'autres types alias qui auraient des noms différents, mais exactement des x et y en int, et seraient interchangeables. Donc ici, je peux définir un type alias, je peux le créer. Du coup, voilà, x égale 0, y égale 0, je stocke en P0. Et donc, au-dessus, on peut stocker, on peut écrire les types, mais ce n'est pas obligatoire. Donc moi, je les écris pratiquement à chaque fois, je trouve ça très pratique. Mais encore une fois, tout est inféré. Et alors là, effectivement, ce qui va être inféré, si on ne l'écrit pas, ça ne va pas être le type position, c'est le type xint, yint. Et d'ailleurs, même si on écrit position, c'est ça qui va être vraiment inféré. Donc quand on crée un type alias, ça crée aussi une fonction qui prend en argument positionnel les différents arguments. Donc ici, on peut mettre position 10, 10, donc ça mettra dans x et dans y 10 et 10. Donc quand on veut modifier une donnée, du coup, on ne la modifie pas. Ce qu'on fait, c'est qu'on crée une nouvelle donnée avec les mêmes arguments, sauf certains qui sont changés. Et donc ici, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on prend P0, qu'on copie et on met 10 dans x. Donc du coup, P2 vaudra 10 en x et 0 en y. Pour les fonctions, on définit tout simplement le nom de la fonction et ses arguments, et puis après, évidemment, le body de la fonction et les opérations qu'on va faire. Donc en Helm, tout est une instruction, et donc du coup, toutes les fonctions ont qu'une seule instruction, qui est le corps de la fonction, et donc du coup, on peut composer à l'intérieur. Vous verrez un peu plus tard. Et donc, on peut aussi définir le type des fonctions, évidemment. Et donc ça, quand on n'est pas habitué à cette syntaxe-là, c'est un peu étonnant. En fait, il faut lire le type de la fonction à l'envers. Typiquement, on a d'abord le type de retour, donc on retourne une position. Ensuite, on a l'objet principal de la fonction, puisqu'en fait, c'est des fonctions qui ne sont pas rattachées à un objet. Donc, c'est un peu le this de cette fonction-là. Et ensuite, on a les paramètres.
Et en fait, ça, il faut le voir un peu à n'importe quel niveau. C'est-à-dire que, typiquement, on pourrait dire que le type de retour, c'est les deux derniers, donc position, flèche position, donc du coup, une fonction de position vers position, et que, du coup, les paramètres, ce seraient dx et dy. Et donc, du coup, ça permet de faire ce qu'on appelle de la curification, c'est-à-dire passer qu'un subset de paramètres, donc on passe qu'un certain nombre de paramètres, et au lieu de retourner le résultat, ça retourne une fonction qui prend le reste des paramètres et le type de retour. Donc ça, c'est hyper pratique, notamment quand on veut passer des fonctions dans le map, enfin dans des fonctions fonctionnelles. Donc ensuite, on peut appeler cette fonction-là move 1, 2, p0. Donc là, tout simplement, on appelle la fonction avec ses arguments. Mais on peut justement on a un opérateur pipe qui permet de, si on prend une position dans le pipe dans move, en fait, ça va faire exactement la même chose que la ligne d'avant, appeler move avec le p1 en dernière position. Et c'est pour ça qu'on dit que le dernier paramètre, c'est un peu l'objet principal. Après, on peut le piper un peu autant qu'on veut et avoir autant de fonctions. Donc ça peut retrouver des types différents et ainsi de suite. Donc on peut définir un autre type alias, par exemple une position 3D, qu'on peut initialiser. Et si j'essaie de la donner à mon move, en fait, il va me dire « Ah ben non, là, ça marche pas. C'est typage structurel, mais là, on n'a pas la même structure. Il y en a un qui a un champ en plus. » Et donc, typiquement, si on a envie de créer une fonction qui prend un peu les deux, on peut créer des génériques, et donc avoir un générique ici de type A qui a des champs X et Y, et qui va retourner ce générique de type A. Et donc, du coup, cette fonction move2D va fonctionner aussi avec une position 3D, parce qu'en fait, on n'a pas défini une structure précise, on a défini des requirements sur une structure. Donc ça, c'était pour les types alias. On a ensuite des types custom, on appelle ça. Donc là, c'est juste type au lieu de type alias. Et donc, il faut voir ça un peu comme un enum. Donc ici, on a un rôle qui peut avoir 3 valeurs. Et en fait, ces valeurs-là, elles peuvent aussi avoir des attributs à l'intérieur. Donc ici, je définis un user ID qui a un enum, mais de une seule valeur, user ID, et qui a un attribut string. Donc ici, ça sert notamment à nommer des types. Et donc là, contrairement au typage structurel des types alias, c'est un typage nommé. Et donc du coup, si je définis deux choses similaires dans des types custom différents, eh ben, ils seront vraiment différents. Et donc après, on peut les utiliser dans un type alias, par exemple, ici. Donc quand on veut les créer, en fait, ça crée une fonction. Et donc du coup, ici, on va créer un user ID avec 1, par exemple. Et donc là, c'est finalement une fonction qui s'appelle user ID qui va prendre le 1 et renvoyer un vrai user ID. Et pareil pour admin, alors là, c'est une fonction qui prend 0 paramètres, mais ça reste une fonction quand même. On a des generics, donc ça c'est hyper important en programmation fonctionnelle souvent, donc typiquement on peut définir des Ether AB, donc ça c'est la convention en M, les types qui commencent par une minuscule sont des génériques, et donc du coup on peut avoir un left de A, donc là on a un enum qui a deux valeurs, left ou right, et puis il y en a un qui est générique avec A, qui est générique avec B, et donc après on peut définir ici un left de error qui a un Ether avec une string en error, ou un right qui a une valeur avec un int. Et enfin, le pattern matching, ça nous permet, typiquement, quand on a une valeur, de pouvoir formater extraire son format. Et donc, notamment, si on récupère un Ether quelque part, on va savoir si c'est un left ou un right. On peut pattern matcher là-dessus et donc extraire ensuite la valeur A ou la valeur B. Donc ici, c'est le error en E et le V pour la valeur. Donc évidemment, c'est un langage front, donc on veut générer du HTML. Et en fait, on ne peut pas générer de HTML. On peut juste appeler des fonctions Helm. Donc ici, div, class et text, c'est des fonctions qui sont définies par Helm et qui permettent de générer une structure de données qui s'appelle HTML, qu'on va ensuite passer à l'exécution, qui, elle, va rendre le HTML. Donc, en fait, on a un concept de virtual DOM, et du coup, si on regarde, div, c'est une fonction qui prend une liste d'attributs et une liste de children pour ensuite rendre du HTML. Pareil pour class, ça prend une string et ça donne un attribut. Et texte, de la même manière, ça prend une string et ça renvoie du HTML. Et donc, du coup, ça, c'est une syntaxe qu'on n'a pas du tout l'habitude quand on se met à Helm et qui est un peu dérangeante. Moi, je n'étais pas très fan au début. Au bout d'un moment, maintenant, on s'y habitue et c'est plutôt pratique. Et surtout que, du coup, vu que c'est que des fonctions, on peut justement les manipuler autant qu'on veut, et donc créer d'autres fonctions qui font un peu la même chose, et les composer, et faire des composants un peu de plus haut niveau, ou des fonctions un peu plus riches, et ainsi de suite. Alors, le seul inconvénient, c'est que tous les snippets de HTML qu'on a sur Internet, ils ne sont pas écrits comme ça, ils sont écrits en HTML. Et donc, du coup, on a un outil qui a été fait pour, on prend du HTML et ça nous génère le Helm correspondant. Donc, on peut quand même assez facilement
générer ce code-là, même en prenant des snippets sur Internet. Donc du coup, si on reprend notre application du tout début, et on va la détailler un petit peu, donc une application, c'est vraiment son modèle à la base. Donc là, ici, on définit toutes les données qui vont être utilisées dans l'application. Donc là, on a juste un compteur, donc c'est un int. Ensuite, on définit les messages. Et donc là, ici, on a tous les messages de l'application. Donc elle sera incapable de traiter autre chose que ça. Donc ici, on a juste incrément et décrément qui sont des types sans aucun attribut, mais on verra qu'on pourra en mettre. Donc ensuite, la fonction init, bon, on démarre à 0. Le view, donc qui prend le modèle et qui ensuite va rendre le HTML. Donc on a un div avec un style. Un premier bouton avec un onClick qui va envoyer l'événement increment et un dernier bouton à la fin qui envoie l'événement decrement et au milieu un div qui affiche du coup le modèle et on voit ici que la conversion de int à string, parce qu'en fait le texte prend une string et le modèle c'est un int, elle se fait explicitement, là où dans un certain nombre de langages ça peut se faire un petit peu automatiquement. En Helm tout est explicite et du coup ça facilite un peu le debugging et on peut moins se tromper. Ensuite on a le update, donc on prend un message et un modèle. Et puis du coup, on va pattern matcher sur notre message et puis faire les opérations qu'on a besoin pour envoyer le nouveau modèle qui sera à mettre à jour. Et enfin, du coup, ces trois fonctions-là peuvent être mises dans la fonction principale du programme. Donc là, on a utilisé la partie sandbox pour du coup avoir notre programme et du coup, on vient d'expliquer un peu les bases de Helm. Bon, maintenant qu'on a les bases, je vous propose de passer sur une app un peu plus intéressante et surtout dans une app avec des effets de bord. Parce que là, on n'avait justement aucun effet de bord. Donc, on va essayer d'avoir plusieurs pages, des calls HTTP, du local storage. Et puis ici, on a le temps du random et des formulaires. Mais c'est un petit peu chaud au niveau timing. Donc, je vous propose de faire un Pokédex. Tout simplement, on va récupérer la liste des Pokémon pour afficher soit la liste, soit une page. Et puis après, stocker les favoris qu'on veut en local storage. Donc, si ça vous intéresse, tout le code de l'application est sur mon GitHub. Donc là, dans les slides, je vous ai mis de code un peu simplifié, un peu ramassé, parce qu'on ne peut pas mettre énormément de code dans les slides. Mais du coup, tout est sur GitHub, si ça vous intéresse. Donc quand on crée un projet Helm, on fait Helm, il faut installer la CLI, et puis après on fait Helm init, et ça nous génère un Helm JSON avec des dépendances par défaut, un petit peu. Et ensuite, on va créer un module Helm, et donc souvent, on fait un module main, qui est le point d'entrée de notre programme. Et ici, on va utiliser pas Sandbox, mais Document, qui permet de prendre le contrôle total de toute la page. Et donc, on va avoir un peu plus de capacité qu'avant. Donc, notamment, on va avoir des flags qui sont des arguments que le JavaScript peut donner au programme Helm au démarrage. Donc, typiquement, si on veut la date courante de démarrage ou je ne sais pas quoi. Donc ici, on n'en a pas besoin. Un modèle, donc là, on crée quelque chose de vide. Donc, on prend un modèle qui est juste un objet sans rien du tout. Et les messages, un message qui fait rien du tout. Donc le init ici, donc on va prendre, au lieu de juste renvoyer un modèle, on va prendre les flags et renvoyer un modèle et une commande. Donc les commandes, c'est les opérations qu'on peut renvoyer au runtime pour lui demander de faire quelque chose. Donc par exemple une requête HTTP. Parce que les requêtes HTTP, on ne va pas les faire directement en Helm. C'est Helm qui va demander au runtime de faire les requêtes HTTP et le runtime qui va renvoyer un message en disant c'est bon, la requête HTTP a été faite et c'est ça le résultat. Donc la vue, donc ici la vue pareil est encore un petit peu différente, on prend le modèle, mais au lieu de renvoyer du HTML directement, on renvoie un document qui est à peu près la même chose, c'est-à-dire c'est un objet avec le title, qui va être le title de la page, et body qui est une liste de HTML, tout simplement, donc c'est juste pour prendre le contenu du body. Le update pareil, il est un tout petit peu différent, on prend les messages des modèles, mais au lieu de renvoyer que le modèle, on renvoie aussi les commandes, ce qui permet aussi de générer des commandes dans le update. Et enfin, la subscription, ça on ne l'a pas vu jusqu'à présent, c'est le fait justement de souscrire à des événements. Donc typiquement, si on veut avoir un timer toutes les 10 secondes, quelque chose comme ça, si on veut écouter des clics sur la page, ce genre de choses, on va pouvoir déclarer des subscriptions à partir des données qu'on a dans le modèle, typiquement activer ou pas des subscriptions. C'est Helm qui va s'occuper de créer les handlers, de les enlever en fonction de ce qui est renvoyé. Donc une fois qu'on a notre application vraiment de base, on va pouvoir créer notre page HTML, donc importer le code Helm généré, donc dist/helm, et initialiser notre application Helm avec helm.le module qu'on a créé, donc ici c'est main.init qu'on veut créer. Typiquement les flags, on pourrait les passer dans les paramètres de la fonction et on aurait les flags. Bon, mais il est temps de se lancer. Donc on peut définir un modèle avec du coup Pokémon, donc une liste de Pokémon,
un Pokémon sélectionné, donc maybe, c'est un type qui a deux sous-valeurs, soit nothing et donc il n'y a rien dedans, soit just de quelque chose. Donc là, ce sera un just de Pokémon. Donc du coup, on a quelque chose qui est présent ou pas, et c'est comme ça notamment qu'on gère la présence et l'absence, et donc qu'on n'a plus besoin du nul. Et more, c'est pour si on veut charger plus de Pokémon, donc on a peut-être une URL là-dedans. Typiquement, au début, c'est paginé, donc du coup, on va avoir des morts, et puis au bout d'un moment, bah, il n'y en aura plus. Et donc le Pokémon, tout simplement, ça va être son ID dans le Pokédex, son name, des sprites, voilà. Et l'URL, alors c'est juste une string, mais ça permet d'avoir du nommage un peu plus précis. On pourrait en faire un type custom pour avoir du typage plus fort, mais des fois, juste un nommage un peu plus précis, c'est cool. Ensuite, on va définir nos messages. Donc on va pouvoir récupérer nos Pokémon de la requête HTTP. Et récupérer un Pokémon, parce qu'en fait, la liste des Pokémon va juste renvoyer une liste d'URL de détail, et ensuite, on va appeler les URL de détail pour les Pokémon. Et ensuite, sélectionner et unsélectionner les différents Pokémon. Donc, le init, il est assez simple, en général. On va initialiser notre modèle à rien, donc c'est-à-dire une liste vide, avec rien de sélectionné, et on ne peut pas en avoir plus. Et on va appeler une première fonction getPokémon. Donc ça, on va voir un peu plus tard comment on l'a fait. Donc c'est elle qui va faire la requête HTTP et nous renvoyer en fait le modèle, enfin le message qu'on veut, là ici, le got Pokémon. Donc ça, c'est le message qu'on va demander de renvoyer. Et en fait, ça, c'est une fonction qui va du type qu'on a dans le got Pokémon, donc un résultat de HTTP error items, vers du coup le message. Et donc, on lui donne l'URL. Donc on va voir comment on va coder cette fonction-là. Donc juste avant, l'API, elle ressemble à ça. Donc sur l'API list, on va avoir donc on peut avoir en retour, et donc on a le next qui nous donne la prochaine URL à appeler et une liste de résultats. Donc ici, si on veut récupérer juste les noms des Pokémon, on va avoir besoin de deux librairies, HTTP et JSON, qu'on va installer. Et la première chose à faire, c'est un décodeur. Donc un décodeur, c'est une fonction qui va permettre de prendre un JSON et de parser le JSON et de renvoyer une structure Helm. Donc ici, on va décoder un champ avec result, puis ensuite une liste, et ensuite le nom dans la liste. Donc du coup, on voit que ça match pas mal avec le JSON actuel. Et donc ça, ce décodeur-là va nous permettre de prendre ce JSON-là et de le transformer ici en liste de string. Donc ensuite, on va pouvoir appeler le HTTP GET avec justement l'URL et le décodeur. Donc ici, expect JSON, en lui disant, voilà, on attend du JSON, et tu vas me décoder ça avec ce décodeur, donc défini juste au-dessus, et le toMessage, donc c'est-à-dire la fonction qui va prendre le résultat du decoding et le transformer en message. Et donc finalement, c'était exactement cette fonction ici qui est qu'on définit ici avec, du coup, c'est ça qu'on prend en paramètre, et ça va renvoyer un message de type message avec une majuscule. Donc voilà, j'ai mis les types des deux fonctions. Du coup, on va pouvoir coder ça. Donc notre getPokemons, ça va être un HTTP GET sur l'URL qu'on lui donne et un expect JSON avec le message qu'on lui a donné, donc c'est-à-dire la fonction de result vers message, et une fonction de decode items. Alors le decode items, il est ici finalement. On va pour chaque item aller décoder les résultats, enfin l'URL next et les résultats. Et pour les résultats, on va décoder juste le champ URL à l'intérieur. Et de la même manière, quand on récupère un Pokémon, on va faire la même chose, une URL get sur du coup une URL différente avec un décodeur différent. Je ne vous l'ai pas mis ici. Mais du coup, on voit que dans Helm, tout est vraiment explicite, y compris le décodage du JSON. Et donc, du coup, on ne peut pas avoir des mauvaises données qui rentrent dans notre application. Si ça passe pas dans le décodeur, si ça passe dans le décodeur, on a le bon type bien comme il faut. Si ça passe pas dans le décodeur, du coup, c'est rejeté. Puis après, faut gérer l'erreur. Du coup, dans notre fonction update, on va pouvoir avoir, du coup, on va devoir mettre tous les messages qu'on a, donc le getPokemon, donc ici, on va avoir notre résultat. Donc du coup, on va pouvoir, alors, désolé pour la syntaxe très courte, ici, c'est peut-être pas très compréhensible, mais c'était pour que ça rentre dans le slide. Donc ici, notre résultat, donc il peut être soit une erreur HTTP, soit notre liste de Pokémon. Donc ensuite, le r.map, c'est result.map. Et donc, ça permet de modifier la valeur dans la partie de success. Donc, du coup, si on a une liste de Pokémon donc, qui est bien présente, on va récupérer la valeur next. Et si on n'en a pas, avec le with default, du coup, on va renvoyer nothing. Donc, du coup, le more, il va soit avoir le contenu de next, soit nothing. Et donc, du coup, ça va l'alimenter.
Et ensuite, on va faire un batch de commandes, donc c'est-à-dire envoyer une commande, mais qui sera une liste de commandes. Et donc, de la même manière, dans le result, on va prendre le champ result et on va faire un list.map, donc c'est-à-dire itérer dessus et appeler la fonction getPokémon. Parce que du coup, dans les résultats, on va avoir toutes les URL qu'il faut appeler pour avoir les détails de Pokémon. Et si on a une erreur, on va juste rien faire et renvoyer un tableau vide, ce qui fait que on va déclencher aucun appel. C'est pas une très bonne gestion d'erreur, mais on est j'essaie de garder le code un peu court, mais en tout cas, ici, on pourrait faire autre chose sur le cas d'erreur. Donc de la même manière, dans le God Pokémon, quand on récupère un Pokémon, on va simplement l'ajouter à la liste des Pokémon. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire une première requête de liste, et ensuite, on va faire une requête pour chaque Pokémon, et au fur et à mesure qu'ils arrivent, on va les ajouter dans la liste. Et du coup, on va voir la liste s'afficher. Le select Pokémon, c'est assez simple. On a un Pokémon, puis on va juste le mettre dans le selected avec la partie just. Donc ça, c'est le maybe qui peut avoir deux valeurs. Et quand on le unselect, on met l'autre valeur du maybe, c'est-à-dire nothing. Donc soit on en a un, soit on n'en a pas. Et enfin, la vue. Donc là, ici, on a notre modèle qui va rendre le document. Et donc, on peut avoir le title qui ne change pas, et ensuite le body. On a, si on a un selected, on va appeler la fonction viewPokémon, donc ça va nous afficher toute la page finalement de détails. Ou alors, on va faire le viewPokémons avec les Pokémon du modèle. Donc là, ça nous a affiché la page liste. Sachant que c'est ça le modèle qu'on a ici en paramètre. Donc du coup, le view Pokémon, alors je vous ai fait la version hyper simplifiée. Hein. La vue détail, ça peut être juste un div avec un clic pour désélectionner le Pokémon et donc revenir dans la vue liste et avec, par exemple, juste son nom. Et la vue liste, simplement, ça va être un div de la même manière, qui aura plein de divs à l'intérieur. Donc on prend notre liste et on itère dessus avec un div qui a juste son nom et qui permet de le sélectionner. Donc là, c'est vraiment les versions hyper minimales, juste pour comprendre un petit peu la logique de comment ça fonctionne. Donc du coup, ça peut nous donner ça avec un petit peu plus de code que ce que je vous ai montré. Donc ça, c'est la partie écran liste. Et la partie écran détail, on peut avoir quelque chose comme ça. C'est clair pour tout le monde? J'imagine que ça va un peu vite, c'est un peu rapide. Je suis désolé. On va passer sur la partie local storage, et là, on va voir que c'est un petit peu différent, parce que la partie HTTP, elle est gérée directement dans Helm, alors que la partie local storage, pas du tout. Donc du coup, on va devoir le faire à la main. Donc pour le faire à la main, qu'est-ce qu'on va faire? Simplement, on va communiquer avec JavaScript, et on va communiquer via ce qu'on appelle des ports. Donc ici, quand je définis mon module en haut, je vais définir un module de type port qui permet de déclarer des fonctions port. Donc ici, je déclare une fonction port qui va prendre une valeur et l'envoyer à JavaScript. Donc du coup, on va lui donner un JSON et il va derrière, lui, nous renvoyer une commande, mais finalement envoyer cette valeur-là à JavaScript là-dessus. Donc de la même manière, sur le getItem, donc ça permet de stocker un item en local storage et d'en récupérer un. En vrai, dans le getItem, ça ne va rien récupérer, ça va juste envoyer un message à JavaScript en lui disant « je veux récupérer cet item-là ». Et il va falloir que JavaScript ensuite réponde en disant « tiens, voici cet item-là ». Donc ici, dans les ports inverses, donc c'est-à-dire de JavaScript vers Helm, on ne va pas avoir une fonction, mais une fonction d'une valeur vers une commande. On va voir une lambda, donc d'une fonction vers un message, qui va renvoyer une subscription. Et donc ça, c'est subscription qu'on a vu tout à l'heure. Donc on va s'abonner au fait que JavaScript puisse nous envoyer des messages. Et donc ensuite, ces trois ports étant déclarés, donc ces ports-là, on ne les implémente pas dans la partie Helm, on les implémente dans la partie JavaScript, on le verra juste un peu après, mais on peut les utiliser dans la partie Helm. Et donc ensuite, le set favorite, ça va être assez simple, on va encoder un JSON avec une valeur clé qui aura la valeur favorite et une valeur value qui aura la liste des ID qui sont en favori. Et donc on voit encore une fois que tout est hyper explicite. On a encode.object, ensuite encode.string, et encode d'un set et on lui donne l'encodeur de comment encoder les valeurs du set du encode.int. De la même manière, le getFavorite, alors lui, il est encore plus simple. On va juste lui donner un getItem de l'attribut qu'on veut. Donc on voit qu'il faut avoir le même nom ici. Et le getFavorite, ici, il est un petit peu plus compliqué puisqu'on va récupérer une valeur. On va construire le décodeur avec le decode field sur une valeur. Et ensuite, qu'on va décoder en set et passer dans le message. Et appeler avec le getItem. Donc lui, il est un petit peu plus complexe, mais ça reste toujours assez simple une fois qu'on a compris la logique de comment Helm fonctionne. On ne va peut-être pas s'attarder trop là-dessus.
Côté JavaScript, finalement, c'est assez similaire. Donc, quand on utilise notre app, en fait, ça va nous renvoyer une app. Donc, sur cette app-là, on a un objet port qui va avoir tous les ports déclarés dans l'application JavaScript. Donc, ici, getItem, et on peut subscribe dessus. Donc, du coup, cette fonction-là, cette lambda que je mets dans le subscribe, sera appelée à chaque fois que le getItem sera appelé côté Helm. Et donc, du coup, on pourra aller faire ce qu'on veut. Et ici, par exemple, récupérer un item et avec sa clé, et ensuite le renvoyer avec l'autre port getItem, où là, on va pouvoir envoyer des valeurs à l'intérieur. Et donc, de la même manière, sur le setItem, on va pouvoir set l'item, et puis c'est assez pratique finalement de le renvoyer aussi, comme ça on reste synchronisé dans la partie Helm. Et donc, c'est comme ça qu'on fait la communication entre JavaScript et Helm. Et donc, du coup, là, on peut faire absolument ce qu'on veut, du local storage dans ce cas-là, mais lecture de cookies ou autre. Toutes les fonctions que Helm ne propose pas en direct, on peut les faire via des ports. Et donc, du coup, les favoris, on peut finalement les rajouter maintenant. Donc, avoir dans notre modèle la liste des favoris, enfin un set avec des ID, et puis ces deux nouvelles valeurs. Donc, un God favorite, donc où justement on récupère les favoris depuis le port, donc avec une erreur, et donc si c'est plus une erreur HTTP, c'est une erreur de décodage, ou la liste des valeurs, et un toggle pour du coup dire celui-là je l'active ou je le désactive en fonction de s'il était activé ou pas avant. Donc dans le unit, ça ressemble à celui d'avant, donc les favorites, on va les mettre à vide, et puis en plus du get Pokémon, on va aussi récupérer le get favorite, qui va du coup demander à JavaScript de récupérer les favorites et qu'on va recevoir un message got favorite dedans. Donc ensuite, du coup, dans nos subscriptions, on va avoir justement, on va souscrire justement à ce message got favorite pour, enfin, on va souscrire au port got favorite qu'on a déclaré tout à l'heure, en lui disant d'envoyer le résultat dans le message got favorite qu'on va pouvoir ensuite traiter dans notre fonction update. Et donc ici, typiquement, quand on récupère des favorites, dans le cas de succès, donc c'est-à-dire le map, c'est une lambda qui s'exécuter uniquement si ça s'est bien passé, donc dans le cas où on a un set de int, et donc on va pouvoir le mettre dans notre modèle. Sinon, on fait rien, ce qui n'est pas terrible niveau gestion d'erreur, encore une fois, mais on essaie de garder le code minimal. Et le toggle, ici, c'est assez évident. C'est, voilà, on va juste le mettre ou pas à l'intérieur et l'envoyer dans le set favorite là-dessus. Et pour finir, on va avoir la vue qui va tout simplement s'adapter avec, si on est dans les favoris, on met un bouton avec un toggle et le mot start. Et si ce n'est pas le cas, on change le mot. Vu que c'est un toggle, on met 2 fois la même action. Et côté liste, la même manière, on peut adapter un petit peu l'UI pour afficher s'il est en favori ou pas. Désolé, ça allait un petit peu vite. Donc du coup, ça ressemble à ça. Donc on a rajouté un petit bouton start sur la vue détail. Et voilà, donc on a eu, de manière très très rapide, on a aperçu un peu à quoi ressemble Helm et des différentes possibilités sur la partie HTTP, sur la partie local storage et des ports pour la data JSON. Donc moi, aujourd'hui, ça fait 2 ans que je fais du Helm sur ce side project. J'en suis à un peu plus de 30 000 lignes de code. Et franchement, pour l'instant, je suis hyper satisfait et ça tient vraiment ses promesses. C'est-à-dire qu'on peut faire des refactos. Moi, j'ai eu des refactos qui me duraient plusieurs jours. Là, c'en était un qui va à 3000 lignes de code, 50 fichiers. J'ai dû mettre plusieurs jours à le faire. J'en ai eu 5-6 des refactos comme ça, parce que changer le modèle de données. Et en fait, quand on est dans un refacto comme ça, on change ce qu'on veut. Et puis après, une fois qu'on l'a changé, on a plein d'erreurs. Et donc, du coup, on fixe toutes les erreurs. Et une fois qu'on a fixé les erreurs, ça remarche. Et c'est cool. Il n'y a pas de problème. Et ça, c'est vraiment un sentiment qu'on a assez rarement de dire, voilà, je change mon code, le compilateur me donne toutes les erreurs à corriger, et ainsi de suite. Et puis après, une fois qu'on a tout corrigé, ça se passe plutôt bien. Donc pour moi, c'est plutôt mission accomplie pour Helm. Et je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, c'est le bon moment. Des questions? Je ne vais pas trop tuer. Merci pour le talk.
Au niveau courbe d'apprentissage, au bout de combien de temps, semaines, mois, tu t'es senti productif vraiment? Ou tu passais plus de temps à faire des choses que à juste apprendre le langage? Ouais, bah, en vrai, ça va assez vite. Après, il y a plusieurs niveaux, c'est-à-dire que pour faire des applications un petit peu basiques, très vite, enfin, du moment où tu fais il y a un Helm Guide qui permet de faire une application un peu plus complexe que mon Pokédex avec un petit peu tout, et ça se fait en une après-midi. Et une fois que tu sors de ça, bah après, c'est surtout le temps de s'habituer un peu à la nouvelle syntaxe et ce genre de choses-là. Et puis après, en fonction de ce que tu veux développer dans ton app, tu vas tomber sur des petits trucs un peu plus, plus ou moins bizarres à faire. Mais si tu tombes pas dans ces cas particuliers-là, en vrai, pour moi, en quelques semaines, tu es relativement à l'aise. Après, ça dépend de à quel point tu es malléable et tu as vu beaucoup de choses ou ce genre de choses-là. Mais comme je dis, c'est un langage super minimaliste. Donc, voir les choses, on fait vite le tour, quoi. Après, c'est le temps de s'y habituer à ces choses-là. Et effectivement, si on n'est pas du tout habitué à la programmation fonctionnelle, si on n'est pas habitué, enfin, si on a du mal à s'adapter à une syntaxe qui est assez différente, ça va plus être ça qui va prendre du temps euh, que vraiment le fait du langage ou autre. Bonjour, merci pour la presse. Une question côté performance comparé au framework qu'on connaît tous. Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites, comme le lazy loading qu'on trouve sur les frameworks? Est-ce qu'il y a aussi du SSR? Ouais, alors il n'y a pas de SSR. Niveau perf, il y a des benchmarks qui sont faits et à chaque fois, Helm explose les autres frameworks en termes de temps d'exécution au runtime et aussi en termes de taille du package JavaScript. Après, ça, c'est des benchmarks que moi, j'adore. Je mets pas trop de crédit dessus, c'est toujours un peu compliqué. En tout cas, niveau performance, donc à chaque fois, donc il y a du virtual DOM. Donc grosso modo, en fait, quand tu as tes fonctions HTML, ça ne génère pas du tout du HTML derrière. C'est une structure de données Helm qui ensuite est utilisée dans un virtual DOM pour pouvoir faire les changements minimaux sur ton DOM. En fait, niveau perf, souvent, ce qui est le plus compliqué, c'est de faire les changements sur le DOM. Donc avec cette technique-là, qui est utilisée par React, ça permet d'avoir des bonnes perfs. Donc du coup, il y a cette partie-là, sachant que toutes tes vues sont, enfin, ta fonction view est à chaque fois refaite, enfin, complètement recompute à chaque tour de cycle. Et notamment, bah, typiquement moi, sur mon app où il y a énormément d'éléments, parce que finalement, tu peux afficher beaucoup de tables, genre sans trop de problèmes de perf, on peut monter à 30 ou 40 tables, sachant que les tables peuvent être assez longues et c'est des éléments HTML assez complexes. Et effectivement, quand on drague une table, bah là, on émet des éléments toutes les 5 ou 10 millisecondes, quoi, à chaque petit changement. Et il n'y a pas trop de soucis là-dessus. J'ai dû faire quand même quelques petites optimisations, et notamment, on a des optimisations de lazy. C'est-à-dire qu'on peut déclarer un composant comme lazy, et si tu as les mêmes paramètres que la fois d'avant, il n'est pas recompute et il est juste gardé. Donc il y a pas mal de petites choses comme ça, mais on a moins de possibilités que Enfin, moi, c'est surtout React que je connais de ce point de vue-là, quoi. Donc, pour des apps un peu classiques, formulaire, tout ça, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis. Ça va surtout dépendre de qu'est-ce que tu affiches dans ta vue. Moi, sur mon app, c'est un peu compliqué parce que si tu affiches 300 tables d'un coup, ben, ça fait pas mal de choses. Il faudrait que j'optimise un peu plus la partie lazy. C'est un petit peu compliqué parce que sur la partie lazy, il fait des checks par référence. Donc dès que tu modifies un objet, vu que tu crées un nouvel objet, ça fait différent. Il faut un peu structurer son modèle de manière un peu smart en fonction des opérations que tu fais. Mais la plupart du temps, il n'y a pas trop de soucis. Merci. D'autres questions? Non. Ouais. De ce que j'ai compris, c'est un langage qui est assez récent. Est-ce que pour l'instant, c'est plus préconisé pour du POC ou des choses comme ça, ou est-ce qu'on peut faire de la mise en prod de Alors, façon confiante? ouais, alors c'est pas un langage qui est récent, c'est un langage qui évolue lentement. Donc, non, il doit avoir ouais, peut-être facilement 10 ans, quoi. Après, par contre, il évolue lentement, il est robuste. Donc, typiquement, pour la mise en prod, alors moi, c'est en prod, alors c'est un side project. Il y a des boîtes qui l'utilisent en prod, notamment la boîte la plus connue dans ce monde, elle, c'est NoRedInk, qui a notamment embauché
le créateur de Helm. Il y a des boîtes comme Rakuten qui utilisent aussi, donc ouais, ça s'utilise sans souci. Ouais. Une dernière? Merci déjà pour ta conf. Les builds, quand tu veux envoyer quelque chose en prod, ça donne quoi? C'est du JavaScript à la fin? Ouais, C'est c'est du- exactement ça. C'est grosso modo, tu fais un Helm make et ça te produit un Helm.js et c'est ce binaire-là que tu ships comme n'importe quel autre JavaScript. Ok, merci. Merci. Merci.